Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis avec Alix de Sagazan de AB Testy. Salut Alix. Salut François. Euh, François ou François Joseph? oh, tu peux m'appeler François, François Josès ou FJ, voilà. Les Salut trois, FJ. les trois me vont bien. Ok. On va parler donc d'une aventure AB Testy que tu as commencé il y a très longtemps et qui aujourd'hui que tu pilotes depuis New York. Moi, je suis en France. Donc, j'ai hâte d'avoir ton regard un peu sur l'international et je pense qu'on va beaucoup parler d'international parce que vous êtes beaucoup déployés. Mais écoute, je te laisse te présenter pour commencer. Merci beaucoup. Bah, écoute, merci d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Je suis ravie de venir partager mon expérience aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai monté la boîte avec mon associé Rémi Aubert en 2010. On a fait, je fais très très rapidement l'histoire. On a fait, on va dire, 4 ans d'agence de 2010 à 2014. On était une agence d'optimisation des conversions. On travaillait tous les deux dans l'acquisition de trafic, dans la pub. On s'est dit, tiens, optimiser les parcours clients, ça va devenir quelque chose de clé. On a d'abord fait une agence. On s'est très vite dit, mais en fait, il faudrait un outil pour faire tout ça. Donc, les outils d'analytics qui existaient étaient super, mais les outils d'optimisation, il n'y avait rien. Et on a créé AB Testy avec cette vision depuis le début que l'optimisation, ça peut être quelque chose d'assez simple et que c'était l'apanage des équipes techniques, mais que ça pouvait être celui des équipes marketing, digital. Et donc, on a créé AB Testy d'abord, outil d'AB testing, comme son nom l'indique. Donc, voilà, je vais tester des expériences. Et puis ensuite, on s'est étendu sur la personnalisation des parcours clients, la product recommendation, le merchandising. Je pourrais expliquer ça un peu plus tard. Mais voilà, l'outil aujourd'hui, c'est donc ce qu'on appelle une experience optimization platform. Donc, comment optimiser l'expérience utilisateur sur tous les touchpoints du site ou de l'application. Et pour te donner effectivement les grands chiffres, donc oui, on a pivoté d'agence à éditeur de logiciels vers 2014. Et on est aujourd'hui 310. On est répartis un petit peu partout dans le monde. On parlera de l'international avec grand plaisir. Et on a 1000 clients. Voilà, et on fait 55 millions d'ARR et on est rentable depuis plus d'un an. Et ça, on en est très fiers. Ce qui est un beau challenge. Juste petite, enfin, tu nous as dit il y a 2 choses que je voudrais sur lesquelles je qu'on revienne. La première, c'est expliquer un peu ce qu'est l'A/B testing pour des personnes qui Bien connaîtraient pas. sûr. Et la deuxième, comment on gère le passage d'agence à éditeur de logiciel? Ouais. Donc effectivement, l'A/B testing, c'est le fait de tester une version A versus une version B de ton site où tu vas changer une image, un bouton, un wording. Après, voilà, tu peux faire de l'A/B testing ou du multivariate testing, mais bon, toute la beauté justement de nos interfaces digitales, c'est que derrière, on peut avoir de la data pour dire, ah bah tiens, ça a mieux marché que ça. Alors que quand tu es dans une boutique, tu sais pas trop si la manière dont tu as habillé ton mannequin dans une boutique de fringues va mieux marcher que l'autre manière dont tu as habillé ton mannequin. Donc voilà, c'est vraiment voilà, le fait de pouvoir mesurer et tester en continu tout ce que tu fais, tes idées. Moi, j'adore dire que ça rend les équipes plus créatives parce qu'en fait, tu peux un peu laisser libre cours à tes idées, te dire, bon, de toute façon, on va tester et puis on va bien voir si ça marche bien ou si ça marche pas. Donc ça, c'est l'A/B testing et le fait de passer d'agence à éditeur. Rémi et moi, on travaillait dans une agence d'acquisition de trafic. On s'est dit, bah, on va faire une agence plutôt d'optimisation et de conversion de trafic. Et on était jeunes tous les deux et en fait, on galérait un peu à avoir des missions. On n'avait pas forcément un gros carnet d'adresses. Et en fait, on avait cette espèce d'envie de faire quelque chose de gros. Alors, tu peux faire quelque chose de gros avec une agence, mais nous, c'était pas trop notre truc. J'ai un associé qui est assez geek, qui a eu l'idée justement de créer cet outil, de prendre un dev au tout début pour développer l'outil. Et en fait, au début, donc on avait des missions avec notre agence qu'on avait quand même réussi à décrocher. Et puis on s'est dit, bah tiens, en parallèle, on va quand même développer un outil. On a d'abord fait un outil d'analytics. Et on a arrêté au bout de 3 mois parce qu'on s'est dit que c'était pas notre truc. Et ensuite, on a créé cet outil d'optimisation. Et là, on s'est dit, ah, on tient quelque chose. Surtout quand moi, j'ai commencé à aller faire des rendez-vous commerciaux dans quelques boîtes et que j'ai montré notre éditeur. Donc, notre éditeur, c'était un peu notre effet waouh chez AB Testy parce que on montrait un éditeur où en fait, on pouvait changer son site comme on voulait, comme sur un PowerPoint.
Et j'avais les directeurs marketing qui étaient là: «Non mais attends, c'est génial, tu es en train de me dire que je vais pas avoir besoin de l'équipe IT pour faire une modification?» Donc ils adoraient et donc c'est là que je me suis dit: «On tient un truc là». Et que là, effectivement, on s'est dit: «Bon, bah, on va carrément arrêter les missions d'agence, on va les redonner à nos anciens, concurrents et puis on va vraiment nous se focuser sur le SaaS». Et puis là, tu vois, on a commencé à avoir, effectivement des VC, des investisseurs qui nous contactaient et on s'est dit: «Ah bah tiens, c'est marrant» et puis le SaaS, tu sais ce que c'est, hein, versus l'agence, c'est un modèle, scalable, des abonnements, c'est un modèle qui est chouette et on s'y voyait bien. Ouais. Vous avez eu, quelles grandes étapes de développement d'AB Testy? Tu nous as parlé de VC, donc c'est public, AB Testy a levé plusieurs fois des fonds, mais ça s'est structuré comment, en fait? Ouais, bah, c'est pas mal de structurer ça autour des étapes, j'aime des levées pardon, j'aime bien parce que, je pense que la levée de 2014, auprès d'Xange et Kimaventure, ça a été très, structurant parce qu'en fait, on s'est dit: «Bah, en fait, là, on rentre dans une étape, où en fait, il faut bah, voilà, qu'on passe à l'échelle, sur, le développement commercial». Donc cette première étape, donc c'était une levée d'1 million à l'époque, hein. Aujourd'hui avec ce qu'on avait d'ARR, tu peux lever beaucoup plus. Enfin, surtout, il y a 2-3 ans. Donc on avait levé 1 million. Avec ce million, moi, j'ai recruté une équipe, commerciale pour vraiment attaquer la France et j'ai commencé, en fait, on commençait à avoir des appels entrants de UK, de l'Allemagne et de l'Espagne et je me suis dit: «En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'avoir, un tout petit peu de traction commerciale. Donc, l'objectif, c'était 10 millions, pardon, 10 millions, n'importe quoi. 10 000 € de MRR, de Monthly Recurring Revenue sur chacune de ces zones pour ouvrir les pays. Et en fait, au bout de 2 ans, on a réussi à avoir 10 000 de MRR sur chacune de ces zones. Et là, on a fait en 2016, donc là, c'est l'étape Europe. On a fait en 2016 une ouverture de bureaux, donc de ces 3 bureaux, avec une équipe de go-to-market, un sales, un marketing et un customer success pour gérer les clients. Ils étaient Et basés à Paris ou donc ils ça, étaient c'est basés dans l'étape les pays? Europe. Comment? Ces personnes-là étaient basées à Paris, dans vos bureaux Non, ou dans en les fait, j'ai pays? commencé justement avec la levée de 2014 avec 2 personnes basées à Paris qui justement répondaient à ces appels entrants. Et une fois qu'on a levé en 2016, on a ouvert des bureaux physiques avec des gens dans ces pays. D'accord. Mais j'avais déjà de l'attraction, j'avais déjà, Mmh. 5-6 clients, quoi. Et 2017, levée avec Partech, où là, l'objectif, c'était, de se développer sur le marché américain. Donc je dirais que la deuxième étape, c'était 2018 Mmh. parce que moi, je suis partie aux États-Unis. Donc ça a été une grosse étape. Mon cofondateur, est resté à Paris et je dirais alors on a eu une étape effectivement en 2020 où on a fait, notre série C, de 40 millions de dollars. Je dirais que l'étape, c'était plutôt 2 ans après, 2022, quand on a fait notre première acquisition. Donc je dirais les étapes, c'est, développement France, développement européen, développement américain et acquisition. Donc ça, c'est les étapes plutôt, go to market et on a aussi eu des grosses étapes sur le produit. On a fait AB testing en 2014, on a très vite ajouté la personnalisation en 2016. 2019, on a ajouté, un outil pour les équipes techniques qui permet de faire aussi expérimentation et personnalisation et 2022, on a rajouté, la product recommendation. 2023, on a racheté Dotaki qui est devenu Emotion AI, donc c'est de la personnalisation par les émotions et 2024, donc là, on vient de racheter Potion qui nous ajoute le merchandising. Donc voilà, il y a eu des étapes, il y a eu effectivement tout au long, de la vie, les étapes commerciales go-to-market et les étapes produits. Toi, en tant que dirigeante, ton rôle, il a changé comment, en fait, dans ces différentes étapes? Bah, il a beaucoup changé, j'ai envie de dire, il change encore. C'est ça qui est Mmh. génial et c'est ça qui rend le job, super intéressant parce que, bah, voilà, au début, tu es 15 et puis après tu apprends à être 30 et puis après tu apprends à être 50 et puis après tu apprends à être 100. Je dirais que le moment où tu apprends à être 100, où il faut commencer à faire des gros recrutements, c'est une grosse étape qui change un petit peu, ton job. Le fait, ensuite de faire monter en compétence ton COMEX, c'est encore une autre étape et puis moi, je dirais que mon job, il a aussi changé quand je suis partie aux US, Mmh. parce que, bah, il a fallu que je me concentre beaucoup sur le marché américain, tout en gardant quand même,
mon job de CEO. Alors, on est co-CEO avec Rémi, ça c'est important aussi de le mentionner, parce que c'est une manière spécifique de fonctionner. Rémi gère tout l'aspect delivery, donc le product et le CSM. Moi, je gère tout le go-to-market, la vente et le marketing. Et ensemble, on gère l'admin, donc finance et RH. Et après, Rémi, il va plus. Et après, sur tout l'aspect relation investisseur, on le fait ensemble. Et après, sur les acquisitions, c'est les acquisitions produits, c'est Rémi plutôt Mmh. qui est en charge des acquisitions. Comment vous vous êtes créé des rituels justement pour, gérer cette distance? Bah, écoute, on est un peu passé par tout. Alors un truc dont j'adore parler, parce que c'est quelque chose qui m'aide énormément, c'est qu'on s'est toujours fait coacher avec Rémi. D'accord. Donc justement, quand on a eu, cette étape où on a commencé à passer à 30 personnes, on s'est dit: «Ouh là!» Tu vois, on avait, je sais pas, 28, 29 ans. On s'est dit: «Ouh là, on sait pas faire ça, il faut qu'on se fasse aider». Donc on a eu un premier coach pendant 2 ans. Ensuite, une fois justement, ça a été fameuse étape, 100 personnes, recruter une exécutive, team et cetera. On s'est dit: «Là, il nous faut un autre coach», donc on a pris un autre coach pendant 3, 4 ans, qui nous a vachement aidés sur la structuration, enfin sur plein de choses. Et là, ensuite, on a eu 2 ans sans coach et là, ça c'était pas génial. Justement, moins de rituels, un peu plus d'éloignement. Et là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a un nouveau coach, qui nous fait travailler sur, notre raison d'être individuelle, la raison d'être de la boîte, le COMEX, les rituels et cetera. Et c'est vachement bien. Et donc, comment est-ce que la relation se passe? Elle se passe très bien, et surtout grâce au coaching, parce que ça nous aide derrière à améliorer la relation, à voir les angles morts. Et je dirais que pour moi, la plus grosse force du coaching, c'est de libérer l'intelligence collective, à la Mmh. fois de nous 2, du COMEX, des niveaux VP et puis du coup de la boîte au global, quoi. Tu parles de justement du COMEX, c'est quoi les grands recrutements stratégiques qui vous ont permis de passer des caps? Alors, on a une spécificité chez ABTST, c'est qu'on a fait beaucoup monter en compétences les gens. Mmh. J'ai beaucoup de gens qui sont dans la boîte depuis longtemps et qui ont monté, peu à peu, les échelons, si on peut dire, ainsi, même Ouais. si j'aime pas trop cette expression. Mais ça, j'adore parce que je suis, rien ne me rend plus heureuse que de voir les gens grandir avec la boîte. On les fait du coup beaucoup coacher aussi, hein, parce que du coup, bah, ils vivent la même violence que nous, tu vois? Ouais. Bah, faut gérer de plus en plus de monde. Et sinon, on a eu, plein de super recrutements. On a eu notre CFO qui est arrivé au moment où je suis partie aux États-Unis, Olivier, qui est quelqu'un qui a fait, c'est notre papy, hein, il a plus de 60 ans, mais du coup, il a une expérience géniale. Il nous a vachement bien structuré la finance, il gère aussi les RH. On a beaucoup aussi appris ensemble, hein, parce que même s'il était plus vieux, il a aussi appris plein de trucs chez ABTST. Notre CPO, GY, pareil, qui est arrivé l'année où je suis partie, beaucoup de structuration côté produit. Notre CTO, c'est quelqu'un qu'on a fait montrer en interne, Sergei, qui a commencé en individuel contributeur chez nous en 2015. Donc D'accord. aujourd'hui, il est CTO, il a une énorme équipe, c'est génial. Pareil pour Céline, qui gère les clients, notre VP CSM, ou pareil, elle a commencé en individuel contributeur. Aujourd'hui, elle a une équipe de 70 personnes. Recrutement structurant, Fabien, mon VP Europe, sur toute la partie sales, qui avait déjà beaucoup d'expérience dans des boîtes un peu plus grosses, donc ça nous a vachement aidé. Et puis moi, pour les US, recrutement structurant, mon VP sales américain, bien évidemment, qui m'a aidé à construire la team aux US. Et ma VP marketing aussi, qui est une américaine à Paris, qui a commencé aussi pas en manager, et qui a assez vite monté VP marketing et qui est devenu CMO. Je voudrais pas en oublier là, parce que si jamais j'ai mon VP pour le coup Ops, Julien, qui m'accompagne depuis le début, qui a été un de mes premiers recrutements, qui est devenu VP Sales, et qui ensuite qui est passé côté Ops, Enablement, qui est un espèce de COO plus plus, Ouais. qui gère plein de trucs, les process, et cetera. Donc voilà.
À la fois, tu vois, des recrutements externes et puis des montées en compétences internes. Un beau mélange. Ouais. Comment, du coup, tu nous as expliqué les différentes étapes et la dernière, enfin, pas la dernière, mais une importante qui est le fait d'arriver aux US. Comment on s'y prépare, en tant qu'entreprise et comment on s'y prépare personnellement? Et quelles sont les premières décisions qu'on prend sur place pour, implanter une petite boîte française sur un marché énorme? Je suis pas la meilleure personne, à qui poser des questions pour la préparation parce que je suis pas une grande championne de la préparation. Moi, je suis plutôt genre: «On y va et on verra», tu Ouais. vois? Donc après, ça Une dépend des stratégie. personnalités. Mais alors moi, je suis, du genre, à pas réussir à me projeter, une grande championne. Donc je dirais, alors déjà, nous, on a fait la levée en 2017. Je ne suis partie qu'en 2018 pour plusieurs Mmh. raisons et des persos et des pros. C'est que j'avais pas de justement d'executive team pour prendre le relais. Donc Ouais. l'année où, entre, la levée et où je suis partie, j'ai recruté une VP marketing, quelqu'un pour, la customer success et quelqu'un pour les et 2 personnes pour les ventes, un, general manager Europe et un VP sales. Bon, il s'avère qu'aucun d'entre eux, ça n'a marché malheureusement, Mmh. ce qui a du coup été assez compliqué pour, moi, à gérer de loin, mais bon, au final, on s'en est sortis. Mais en tout cas, c'était de recruter une équipe pour pouvoir partir, sereinement. Et en fait, moi, j'ai eu, au moment où on a fait la levée, j'ai eu mon 2e enfant et je voulais pas partir avec un nourrisson. J'étais pas capable physiquement, en fait. Et donc Mmh. j'ai attendu 1 an, donc de à la fois structurer mon équipe et d'avoir un enfant, enfin, tu vois, de sortir de cette période de la micro-enfance pour pouvoir partir un peu plus sereinement. Donc, au niveau perso, si tu veux, bah, évidemment, il faut que, ton conjoint, soit, motivé à 100. Bon, moi, les enfants, ils étaient minus, donc, de toute Mmh. façon, voilà, ils avaient pas trop besoin de se préparer. On leur a dit: «Allez, on y va», voilà. Et voilà, et au niveau, pro, c'était voilà, être sûr que j'avais, un bon relais. Et puis après, moi, la spécificité, c'est que j'ai mon cofondateur qui était là, donc je suis quand même partie, assez sereinement parce que je savais que le bureau, il était quand même géré. Donc voilà. Et après, sur les premières grandes décisions, j'avais une mission de recruter une vingtaine de personnes. Bon, Mmh. ça serait refaire aujourd'hui, je le ferais pas du tout de la même manière. Je recruterais de manière beaucoup plus lean, beaucoup plus, lente. Là, j'ai été un peu trop vite. Mmh. J'ai d'abord pris quelqu'un, au RH pour m'accompagner sur la mise en place des politiques RH et sur, le recrutement surtout. Mmh. Donc elle m'a beaucoup aidée, donc ça, c'était un premier recrutement important. Et ensuite, j'ai recruté un VP marketing et un VP sales pour gérer les équipes. Les 2, je les ai pas, on n'a pas, ils sont plus dans la boîte. J'ai recruté un deuxième VP sales plus tard. Mais en tout cas, pour moi, c'était les 3 gros recrutements un petit peu clés pour démarrer les US. Et tu as eu des clients aux US qui ont été des accélérateurs ou qui ont été vos premiers ambassadeurs? Ça s'est passé Ouais. comment? Ouais, nous, ce qui est hyper intéressant, c'est que les US, on les a développés dès, 2016 de manière, très, 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 très lean, puisqu'en fait, on était, donc Rémi, mon associé, il était parti 3 mois avec le programme Impact de Business D'accord. France. Ouais. Et au bout de 6 mois, il était parti avec une commerciale, qui était basée à Paris, mais qui était, fluent, américaine, et qui du coup a réussi au bout de 6 mois à signer 2 clients, aux US, qui nous ont permis de faire la levée en 2017 parce que, bah, on avait prouvé qu'on savait signer des clients. Et ensuite, en fait, moi, l'année avant d'arriver, j'avais une petite équipe de 3 personnes. En fait, quand je suis arrivée, il y avait déjà une dizaine de clients. Moi, je suis pas arrivée avec le mur blanc en face, tu vois? Je suis arrivée avec, quand même, 3 personnes qui géraient une petite dizaine de clients, 15 même, tu vois? Enfin, un truc, qui tenait déjà un petit peu la route, quoi. En fait, c'était quand même 2 années de préparation. Tu nous as Oui. dit que tu étais pas forcément bonne pour cette partie-là, mais tu l'as quand même préparée pendant 2 ans avant d'arriver aux US. Donc ouais. Et du coup, vos premiers clients aux US, c'était les mêmes styles de clients que les clients français? Ou il y Ouais, a eu un complètement. vrai go-to-market différent et un marketing Non, non, non. différent? Bah, nous, si tu veux, la AB Testi, c'est un, enfin, je veux dire, je dis toujours, les US, c'est pas du tout pour toutes les boîtes. Il y a plein de boîtes qui font l'Europe et c'est très bien, tu vois? Notamment les boîtes finance, RH, où en fait, tu vois, il y a de la régulation qui est complètement différent, il y a déjà beaucoup de concurrence aux US, où ça sert à rien. Moi, je suis sur le marché du marketing où en fait, ça marche partout pareil.
Donc en fait, nous, on a toujours été très bons chez AB Testy sur tout ce qui est, retail, fashion, luxe, travel. Globalement, nos premiers clients, c'était là-dedans, hein, Ouais. cosmétiques, ameublement. Notre premier client, c'était Ashley Fourniture, un site de meubles. On en a plein en France, des sites de meubles. Et en fait, le go-to-market était à peu près le même, sauf qu'on s'est effectivement, on s'est concentré sur quelques secteurs sur lesquels on était très, très bon en France. Et puis la chance qu'on avait aussi, c'est qu'on a des très grosses marques en France. Tout le monde connaît L'Oréal aux US, tout le monde connaît LVMH. En fait, nous, à BTST, on s'est très vite positionné sur tous les groupes de luxe et de cosmétiques qui sont connus partout, ce qui fait qu'on est arrivé avec déjà des énormes marques. Donc, j'ai Mmh. pas eu vraiment de problème de. J'ai Disney, Paris, par exemple. Tu arrives aux États-Unis, tu dis que tu travailles avec Disney et L'Oréal, bah, tu es crédible. Et tu nous as dit tout à l'heure, quand tu es revenu sur les différentes étapes, que, les premières acquisitions avaient été, des choses qui ont changé, en tout cas qui ont été des étapes importantes dans le développement d'Abetesti. Quels ont été les gros apprentissages de la réalisation de ces acquisitions? Alors, on a appris plein de choses en 2 ans. Alors déjà, les acquisitions, oui, oui, il y a tu peux, réussir ou rater. Nous, on va dire qu'on a eu un peu des 2. Hem, le principal apprentissage, c'est quels sont nos critères, d'acquisition. Et maintenant, on sait exactement les boîtes qu'on veut acheter et pourquoi on veut les acheter. Et nous, nos critères, en fait, c'est globalement, des critères à la fois, de culture. Donc, on veut des gens qui ont le même, mindset que nous et ça, pour ça, on a, maintenant, des manières très claires de les identifier et au niveau de l'outil aussi qu'on achète. Donc, nous, AB Testy, c'est un outil qui est, assez cœur pour nos clients parce que voilà, c'est l'outil qui leur permet, d'optimiser leur parcours client et nos clients, ils nous ont dit: «On en a marre d'avoir plein, plein d'outils qui font de l'optimisation, on aimerait bien en avoir qu'un seul». Et donc on s'est dit: «Bah, nous, il faut en fait qu'on écoute nos clients pour voir, quels outils, on pourrait racheter et qui sont exactement, dans notre métier», donc l'optimisation. Donc en gros, nous, on a des critères de: il faut que l'implémentation soit simple, parce que l'implémentation d'AB-Testi est simple. Il faut que le go-to-market soit rapide, parce qu'AB-Testi, c'est un go-to-market rapide, c'est des cycles de vente de 3 mois. Il faut, que, l'interface soit hyper user friendly parce que ce qui fait toute la force d'AB Testing, c'est que c'est hyper friendly user friendly. Il faut que le persona, la personne à qui on vend soit la même. Donc voilà, maintenant on a des critères très clairs, qu'on n'avait pas forcément au début et ce qui fait qu'on a pu faire, des erreurs, notamment sur notre première acquisition, sur, le cycle de vente qui était pas le même, le persona qui était pas le même et des choses comme ça, quoi. Donc je dirais que voilà, c'est plus, les acquisitions te permettent, de savoir, ce que tu veux et surtout l'énorme apprentissage, ça a été comment est-ce qu'on gère le go-to-market parce que finalement nous, le go-to-market au global à BTST quand on a démarré, on a toujours eu le même outil. On a eu notre fameux outil un peu plus pour les équipes techniques Mmh. server side qui a nécessité un go-to-market, mais sinon on n'en a pas fait beaucoup. Ouais. Maintenant que, on achète, une boîte, par an, tous les 2 ans, on va dire. Mmh. On a appris, en fait, à faire des go-to-market, ce qui est complètement structurant parce qu'il faut aligner toutes les équipes autour de ce go-to-market, que ce soit les équipes produits, les équipes marketing, les équipes sales et ça a été un énorme apprentissage, de ces 2 dernières années et maintenant, je pense qu'on a une très, très bonne machine, go-to-market pour les futures acquisitions. Vous avez structuré une équipe M&A en interne ou Non, ça a été très opportuniste. Les acquisitions qu'on a fait, en fait, au début, la product recommendation, on s'est dit, on en a de plus en plus dans nos, RFP, mmh, donc on va, chercher un outil. Donc là, on a eu une approche assez structurée, avec un banquier qui nous a accompagnés et les 2 dernières, pour le coup, c'était des gens qu'on connaissait depuis longtemps et c'était plus opportuniste, on va dire. Donc on va dire que la première a été plus proactive. Les ouais, 2 dernières ont été un peu plus, opportunistes, mais en fait, c'est juste nos clients qui nous le demandent et puis ils nous disent: «Bah, voilà, on travaille hyper bien avec cette boîte-là», et puis c'était des gens qu'on connaissait depuis longtemps, avec qui on ouais, discutait aussi depuis quelques années. d'accord. Tu as parlé justement de l'état d'esprit du mindset.
aujourd'hui, c'est quoi les grandes valeurs de AB Testing? Alors, les grandes valeurs de ABTSI, la valeur numéro un, c'est la satisfaction client et c'était alors c'est rigolo parce qu'on a fait un travail sur les valeurs, quand on était une cinquantaine, on en a sorti 5 et il y a 1 an, on a refait le travail pour retravailler les valeurs parce qu'en fait, bah, on est maintenant plus de 300 donc en fait, ces valeurs, elles ont évolué, pas forcément changé. La client satisfaction, c'est la valeur qu'on a gardée. La deuxième valeur, c'est l'impact. Donc c'est tout ce que je fais, doit avoir de l'impact. On a une culture, de doueurs chez AB Testi et c'est assez rigolo parce que, on est des gens qui sont à fond dans l'action et tu vois, quand je te racontais que, on a, d'abord créé un outil d'analytics, on s'est très vite dit: «Non, non, mais c'est pas pour nous ça, c'est pas de l'action». Ouais, Alors que quand tu as BTS, quand tu personnalises des parcours clients, tu agis sur tes ouais, parcours clients. ouais. Donc nous, l'action, c'est quelque chose qui est complètement clé et c'est même, la vision d'AB Testi. Donc, nous, en anglais, c'est, «We offer the drive to act, the spark to act». En fait, on pousse nos clients à agir sur leur parcours client. Notre message, c'est vraiment: ne soyez pas immobilisés, arrêtez de faire 40 000 analyses, faites-en, c'est très bien, hein, mais surtout agissez sur vos parcours clients et allez trouver de la valeur, sur ces parcours clients. Donc ça, c'est la deuxième valeur. Donc nous, on a besoin de gens qui sont beaucoup dans l'action. Above and beyond, c'est la troisième action. Donc on aime beaucoup les gens qui sont, solution oriented et tu vois, la dernière fois, je discutais avec, une des personnes, enfin, Vincent, qui était le CEO de Potion, la boîte qu'on vient de racheter. Tu vois, la semaine dernière, on discutait, puis il me disait: «Ouais, tiens, on est en train de réfléchir au connecteur, Salesforce». Il me dit: «Ah, c'est compliqué parce que machin, mais t'inquiète, on va le faire, pas de problème, ça prendra le temps que ça prendra, mais on va le faire». Et voilà, bah, c'est voilà ce mindset de, let's do it, tu vois? Et puis on va faire l'extra mile et puis il m'a dit: «On va pas le faire en demandant à quelqu'un d'extérieur de le faire, on va le faire nous-mêmes», tu vois? Donc c'est comment est-ce que je vais above and beyond sur la manière de faire les choses. Et la dernière, c'est le one team, one dream. Pour nous, alors c'est marrant avec notre coach a mis le doigt sur le fait qu'on avait une culture tribale chez ABTST, j'adore ce mot. Et c'est vrai que, voilà, on a une culture, je dirais, assez, familiale qui, je pense, est, portée, par, Rémi et moi. On aime beaucoup, se marrer au bureau, on aime bien faire la fête, et clairement, bah, oui, je pense qu'on recrute des gens qui sont un peu dans cet état d'esprit-là, et on se prend pas trop au sérieux. Donc je pense que, on est quand même sérieux dans le travail, hein, bien évidemment. Mais mine de rien, je m'aperçois qu'on recrute quand même des clients des gens dans la boîte qui sont un peu comme nous et même que nos clients sont pas mal comme nous et ça, c'est rigolo de voir ça. C'est peut-être le marché qui veut ça aussi. Ouais, mais tu vois, je m'aperçois quand même oui, oui, alors c'est le marché qui veut ça. Dans le digital, c'est sûr que les gens sont assez cool. Tu as parlé de Rémi. Rémi, vous vous connaissiez d'avant. Oui, C'est quoi, en fait, aujourd'hui, votre relation d'associé? ouais, on se connaît, depuis qu'on a 7 ans avec Rémi. On faisait du théâtre ensemble quand on était petits. Ensuite, on était moniteurs de colonies de vacances quand on était petits. Après, on était copains, mais on n'était pas genre, super copains, tu vois? C'était plus, des bandes, Ouais, voilà. Après, on s'est complètement perdus de vue et ensuite, on s'est aperçus qu'on travaillait tous les 2 dans nos premiers boulots justement, on travaillait tous les 2 dans des agences, digitales et donc un jour, il m'écrit, il me dit: «Ah tiens, ça fait un bail qu'on s'est pas vu, tiens, on a qu'à se faire une bouffe». On a eu un déjeuner épiphanie. On adore avoir des épiphanies avec Rémi ou des fulgurances et on s'est dit: «Mais en fait, on a le même état d'esprit». En fait, moi, j'avais commencé à essayer de monter une boîte de mon côté, lui aussi. On s'est dit: «Mais on a qu'à faire ça ensemble». Même esprit, aventurier, tu vois? Un peu de doueur, voilà, bah, écoute, faisons puis on verra et voilà et bah, évidemment notre relation elle a vachement évolué avec le temps. Bah, non, bah, c'est génial, tu vois? C'est une relation, tu vois, tu as quand même peu de gens, autour de toi avec qui tu développes des relations, aussi, bah, évidemment tu as ton conjoint, peut-être tes quelques meilleurs amis, mais voilà, c'est super chouette, c'est mon associé, c'est évidemment mon ami. On se raconte beaucoup aussi, nos choses perso. On a pendant longtemps fait nos anniversaires ensemble. Bon là, depuis d'accord. que je suis partie aux US moins, mais voilà. Je connais ses copains, il connaît mes copains, et voilà, on se raconte plein de choses et ce qui est chouette, c'est que du coup ce coach, je Mmh. dis à Rémi, parfois je lui fais la blague, je lui dis: «Tu sais, c'est un peu comme un psy de couple, quoi». C'est-à-dire non, mais comme en fait, on doit prendre beaucoup de décisions ensemble, bah, on est quand même 2 êtres humains Mmh. différents, avec des perceptions différentes, avec des besoins psychologiques différents et notre coach, il nous aide vachement, justement à comprendre les besoins de l'autre et cetera donc
on a une relation où je trouve qu'on arrive de mieux en mieux avec les années à se comprendre. On n'a jamais eu des grands, différends, mais parfois, il nous est arrivé, tu vois, d'avoir des désalignements, bien évidemment. Hem, C'était pas des trucs, enfin, en tout cas pour moi, c'était pas des trucs hyper graves. Je sais que pour lui, parfois, ça l'a été un peu plus. Encore une fois, c'est une question de perception. Mais voilà, le coaching, ça nous aide aussi quand justement il y a des désalignements, de comprendre la montagne de l'autre, comme dit mon coach, et puis de s'y mettre, et puis d'avoir de plus en plus, d'empathie, donc c'est assez chouette parce que je pense qu'on grandit pas mal ensemble. Ouais. Et tu as donc Rémi comme associé, mais tu as d'autres actionnaires. Comment tu as géré l'alignement avec tes actionnaires par rapport à votre projet d'entreprise? Nous, nos actionnaires, donc c'est globalement des fonds d'investissement, hein, tous les, donc Xange, Partech, Omnes, Corelia, CMCIC. On a énormément de chance. On a un board et des investisseurs qui sont hyper supportives. Mmh. Mais vraiment, on a eu des moments difficiles, hein, nous, après le covid, on a eu un gros passage à vide, assez compliqué, pour plein de raisons. Bon, là, cette année, si tu veux, la boîte, elle est rentable. On a fait 30 de croissance, c'est super, tout le monde est content. Il y a eu aussi des passages plus difficiles. Ils ont toujours été derrière nous pour tout. Heu, on les a beaucoup, alors comme Rémi en France, il les a eu dernièrement beaucoup plus que moi, puis après ça dépend aussi qui. Mais franchement, je les recommande tous, ils sont, voilà, ils sont là, ils nous aident. Là, aujourd'hui, on aimerait ajouter à notre board justement d'autres personnes qui nous font passer du coup de, 50 millions à, 150 millions, parce que là, on a des gros enjeux de grossir dans les 4 prochaines années. Mais en gros, la relation avec les investisseurs, pour nous, ça a toujours été quelque chose de, alors comme tout, hein, il y a eu, parfois, des hauts et des bas, mais globalement, là, avec du recul, ils ont toujours été là, et toujours ils ont toujours été hyper supportives. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut pas attendre de son investisseur? Bah, en fait, ça dépend. Alors nous, nos investisseurs, c'est des financiers, hein, tous quasiment, sauf, on a un de nos investisseurs qui était opérationnel, en marketing, mais sinon le reste, c'est des formations finance. Donc c'est clair que sur, les opérations, ils vont pas forcément, t'aider, ils vont te challenger. Là, je suis en train de mettre en place des workshops entre, mes VP, mes C-level et mes investisseurs pour justement, aider, challenger. Donc nous, ce que je trouve génial, d'eux, c'est que, déjà sur la partie finance, ils nous accompagnent, très bien. À un moment, on s'était mis en place un comité finance pendant 1 ou 2 ans qui nous a vachement aidés à structurer la boîte, à restructurer des choses. On a, ils nous aident en fait ponctuellement sur des points, et ils nous ce qui est génial, c'est qu'ils ont une vision de tout ce que font leurs autres participations. Donc en fait, ils peuvent te donner plein de feedback sur: «Ah ça c'est bien, ça, il y a machin qui a fait ça, tiens tu devrais regarder ça, tu devrais te mettre en contact avec machin». Donc sur tout ce qui est, réseau, vision externe, génial. Après, sur, l'opérationnel, tout ça, nous j'ai pris en parallèle un advisory board où D'accord. en gros j'ai pris, le CTO d'une grosse boîte, la CRO d'une grosse boîte, et cetera, pour aider chacun des C-level à avancer. Donc en fait, on a le board qui donne une vision globale, et on a l'advisory board qui fait du mentoring auprès, de tous, nos VP C-level, et ils sont aussi tous, on essaie de les faire un maximum coacher. Tu viens de dire que ton ambition là, c'était de passer de 50 à 150. Comment tu vois en fait, cette croissance? Bah, écoute, on a fait un business plan où on garde la même croissance, qu'on a eue sur les dernières années sur ABTST, Mmh. et on refera sûrement, 1 ou 2 acquisitions, Des et ça passe par, bah, la croissance en Europe, la croissance aux US, la croissance en APAC, et puis, réussir, le go to market, de nos acquisitions, et réussir de nouvelles acquisitions. Beaucoup, ça va être dans l'exécution de tout ça. Là, tu nous as pas tu as tu nous as dit aussi que la rentabilité, ça avait été un grand cap et c'était quelque chose d'important et dans lequel tu étais fier. Au tout début, tu as dit que tu étais fier de ça. Hem, c'est quoi la liberté que vous apporte aujourd'hui cette rentabilité?
Alors, je sais pas si ça amène enfin, liberté. Je me suis jamais sentie pas en liberté personnellement, parce que justement nos investisseurs ont toujours été très présents, et nous ont toujours supportés, encouragés. Je dirais que c'est pas de la liberté que j'ai l'impression d'avoir, c'est un soulagement plutôt. En fait, à partir du moment où on a été rentable l'année dernière, je me suis dit: «Ça y est, la boîte génère des revenus, la boîte, on va piloter notre, boîte de manière, comme toutes les boîtes, devraient le faire». Mmh. Je pense que c'est assez exceptionnel, hein, ce qui s'est passé dans ces dernières années d'avoir, tous eu des fonds. Alors ça a été incroyable pour nous parce qu'on a pu se développer, heu, dans le monde. C'est complètement, incroyable, l'aventure que ça nous a permis d'avoir. Après voilà, pouvoir, piloter sa boîte en se disant, voilà, on va faire de la croissance, on va aussi, générer des revenus, bah, ouais, c'est génial parce que tu te dis: «Bah, ça veut dire que ça derrière cette valeur-là, on va pouvoir la partager avec nos salariés, avec nos investisseurs». Voilà, on va pouvoir remettre de l'argent dans l'innovation, on va pouvoir, donc je dirais, liberté, je sais pas, en tout cas, soulagement et fierté de se dire, qu'on est capable, de Mmh. ça. Tu reviens presque au à l'agence où, en fait, par définition, il faut être rentable. Exactement. Heu, Toi, tu te vois, CEO d'AB combien de temps? Bah, enfin jusqu'à mes 90 ans, pourquoi? Ah! Non, mais je veux dire, où est-ce que tu vois tes limites, toi, de manager, en fait? C'est plutôt Bah, ça. écoute, c'est une super question, c'est ce que je demande, souvent, à mon coach, à mon board, hein. Moi, je veux surtout pas rester, si on trouve que je suis plus, enfin, c'est même pas une histoire d'être à la hauteur, hein, c'est de peut-être pas être faite pour cette étape et cetera. Je dirais que pour le moment, j'ai l'impression avec Rémi qu'on apprend, que les gens, nous font, des feedbacks. Heu, on verra. Là, on a un super objectif sur les 4 prochaines années avec tout le monde qui est très embarqué. Donc, là, moi, j'ai envie de te dire, je me pose pas trop de questions. Hem, je sais pas. Je j'ai pas de je enfin, j'y travaille un petit peu, avec mon coach, mais j'ai envie de te dire, on verra, selon ce qui se passe. En fait, je pense que je sentirai le moment, que je l'aurai préparé un petit peu à l'avance parce que je pense que c'est des choses qui se préparent Mmh. et surtout, moi, tant que j'apprends, que je m'épanouis et que j'ai l'impression, entre guillemets, «d'être à ma place» et qu'on me le confirme, je reste. Enfin, moi, mon boulot, même, mon travail m'épanouit énormément, hein, je me sens très alignée donc voilà, le jour où tu le sens plus, où tu as envie d'être utile à autre chose, et tu le prépares, et puis 2, je pense que tu le sais, quoi. Ouais. Bah, je pense que tu as dit le mot qui va bien, hein, c'est alignement. À partir du moment où tu sens qu'il y a plus l'alignement, C'est il y a plus ça. il y a plus le feu sacré. C'est exactement ça et le feu, il est encore là donc pour le moment, je continue. En tant que dirigeant d'AB quelle est ton erreur préférée? Pardon, ton erreur, c'est-à-dire? Quelle décision tu as pris, au final Ah, qui tu était passes pas sur ta liste forcément de questions, rigolotes là, c'est non, je ça? suis pas encore sur la liste, on n'est pas encore sur le quiz. Mmh. Quelle est ton erreur préférée? Donc des trucs qu'on a fait nous? Ouais, Et pourquoi ah oui, préférée parce que celle celle dont je parle le qui plus, t'a le plus ouais, ouais. apporté en fait. Ouais, Ouais. ouais, celle dont je parle le plus moi, c'est, encore une fois qui ne s'adapte pas à tout le monde, attention, mais ça s'adapte moi à mon métier. C'est que si c'était à refaire, je serais partie directement aux US plutôt que de développer l'Europe. Parce que, tu t'adresses tout de suite, à un marché beaucoup plus gros et ça te coûte le même prix que d'aller développer, le UK ou l'Allemagne. Mais tu aurais peut-être pas réussi à le faire si tu avais pas eu l'Europe pour avoir les références. Non, parce que j'avais déjà les bonnes références, Tu as déjà les bonnes françaises, parce références? que j'avais Ouais. justement ces grosses boîtes. D'accord, ah oui, la France, enfin l'Europe, enfin les US avant l'Europe, OK. Ouais, les USA avant l'Europe. Pas la France, hein. Enfin, je veux dire la France, de toute façon, c'est notre marché de base, enfin, je veux dire, c'était pas possible de pas faire la France. Ce que je veux juste te dire, c'est que j'aurais pas fait le UK, l'Allemagne et l'Espagne, je serais allée directement aux US. Et du coup, quel est le plus gros impact de ton aventure entrepreneuriale sur ta vie perso? Et qu'est-ce que tu as appris sur toi que tu ne savais pas avant? M Moi, je trouve que le parcours entrepreneurial, c'est un développement personnel que je trouve, extraordinaire. Alors après, je peux pas comparer, je me rends pas compte dans une entreprise,
si t'es pas à la tête, comment est-ce que tu te enfin, j'ai pas de comparatif, mais en tout cas, pour moi, tu vois, toutes ces séances de coaching, ces échanges avec d'autres gens qui ont fait la même chose, j'ai trouvé que c'était incroyablement enrichissant. Le fait de manager, je dis toujours, je trouve que ça aide vachement dans l'éducation des enfants. Pas faux. Donc ouais, moi je trouve que le chemin entrepreneurial est absolument incroyable et extrêmement enrichissant. On se rapproche de la fin de ce podcast et avant de passer dans le quiz improbable, est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées que tu aurais aimé que je te pose? Non, écoute, on a fait un bon tour là. On va pas, c'est bien que ce soit pas trop long les podcasts. Moi, je trouve que c'est souvent trop long. Bon, on va passer dans le quiz improbable alors. Est-ce Yes, est-ce que tu es plutôt thé ou café? café. Ça Si va AB vachement intéresser nos auditeurs ça. ouais, mais c'est intéressant, tout le monde n'a pas la même relation au café, hein. Quel est enfin, si Abetesti pouvait parler, quel serait son mot préféré? On a un mantra qui s'appelle: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Ouais, la fameuse phrase, de Mandela. Voilà. Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO, alors tu as déjà un co-CEO, qui choisirais-tu, pour travailler avec toi? Bah, j'ai envie de te dire, la première idée évidemment c'est Superman parce que le mec il lit les trucs à toute vitesse et tout, mais avec maintenant avec l'intelligence artificielle, j'en ai plus rien à faire des super-héros. Mmh. On fait tout ce qu'on veut. C'est vrai que l'intelligence artificielle aide beaucoup dans le travail, si tu sais bien l'utiliser. Si Abetesti pouvait parler, quel serait son ça je l'ai déjà dit. Si Abetesti était une saveur de glace, pour toi, ce serait quel parfum? Attends, tu sais que c'est quand même trop drôle ta question parce que, tu sais, nous on a Tasty Ouais, dans notre nom et donc en gros, à chaque fois que je passe la douane aux États-Unis, que je leur dis que je travaille chez Tasty, ils me disent: «Is it a food company?» Donc à chaque fois je vais dire: «Non machin, un jeu de mots bidule et tout». Et heu et en fait, quand on a fait notre, 1re charte graphique, on avait 2 agences qui nous avaient fait des propositions et on avait une agence qui nous avait fait une proposition avec plein de glaces, tu sais, genre AB Tasty et tout. mmh, On l'avait pas retenu parce qu'on s'est dit: «C'est un peu trop dans un mmh, peu trop, décalé. un peu too much». Mais du coup, il y avait des glaces à la fraise, des glaces à la pistache et tout, trop rigolo. Je sais pas très bien quoi te répondre, à ça, mais je te raconte ça, voilà. Ouais, mais c'est bien. Quelle chanson pourrait être l'hymne d'Abetesti? Ah bah, écoute, c'est marrant que tu dis ça parce que, Rémi a demandé à l'IA, exactement cette question la semaine dernière. Il l'a mis sur le général et il y a des paroles géniales et c'est «Don't worry, be tasty». Ah, c'est pas mal. Ouais et les paroles sont géniales. Enfin, l'IA nous a fait un truc, extraordinaire, drôle, on a bien rigolé. Si vos concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Nos concurrents, bah, écoute, ils sont tous très gentils nos concurrents, Ouais, plein de bisounours, bien évidemment. ouais. Non, mais c'est nous les bisounours, c'est tous des requins et nous on est trop gentils, quoi. Mmh. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé lors d'un repas d'affaires? Je sais pas répondre à cette question. Ah, c'est le joker Moi, alors? je mange que des salades de chèvre chaud. Ah bon. Si tu devais créer une mascotte pour Abetesti, qui représenterait Abetesti? Une mascotte pour AB Tasty. Hem, un dauphin. Pourquoi? Bah, parce que c'est l'animal le plus intelligent et le plus rigolo. Ouais, c'est pas mal. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Alors tu sais quoi? Alors moi je suis pas du tout dans le passé, je suis complètement dans le futur, donc en fait, ça serait dans le futur. Ouais, c'est intéressant. J'ai Mmh. jamais eu cette réponse pour l'instant, donc ouais. Bon, bah, voilà. Est-ce que tu es plutôt McDo ou tu es plutôt gastro? McDo le lendemain d'une soirée, parce que Ouais. j'aime pas sortir moi Mmh. et j'ai invité une cliente la semaine dernière dans un resto gastro qui avait, elle a été adorable, elle nous a fait un super, elle a témoigné pour AB Tasty devant, 300 personnes et du coup, je l'ai Mmh. invitée dans un resto, après. J'ai trouvé ça trop sympa et donc c'est gastro, mais gastro avec des gens trop sympas pour bien rigoler. Ouais, c'est mieux. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir?
Et bah, les 2. Figure-toi que le lundi matin alors j'ai trop de chance, j'habite à New York, je prends mon vélo le matin, je traverse le Brooklyn Bridge pour aller à Manhattan et je vois la mer. C'est Mmh. incroyable. Donc j'aime bien le lundi matin parce que ça lance la semaine, et puis là, tu vois, on est vendredi, il est midi. J'aime bien, l'après-midi, terminer, mes projets de la semaine et puis ce soir, j'ai une grosse soirée donc je suis trop contente. Tu fais des vraies coupures le week-end? Ouais, complètement, 100 avec mes enfants, ouais, bien sûr. Mmh. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Bah, ça dépend, le bord politique, écoute, moi je trouve que, je suis, j'ai envie de te dire, je suis les 2 parce qu'en fait, moi je trouve que ces gens, je n'ai que de l'admiration, pour les gens qui font et donc en fait, je n'aime pas critiquer parce que je trouve que de faire, pour le monde, quoi qu'il arrive, c'est alors bon, évidemment, faut pas faire des mauvaises choses, hein, mais quoi qu'il arrive, je trouve ça, incroyable. Donc moi, j'ai une admiration, sans borne, pour les gens qui font le monde. Et dernière question, quelle est la chose la plus improbable que tu aies dans ton bureau? Hem Qu'est-ce que j'ai dans mon bureau? J'ai le petit, truc, tu sais, chinois comme ça là pour me le petit chat là, pour me donner de la chance. Ah oui, j'ai eu pendant longtemps un éléphant en bois qu'on touchait pour nous donner de la chance, pour signer des deals, donc plutôt des trucs autour de la chance. Mmh. Si des auditeurs souhaitent te contacter, à la suite de cet, enregistrement, alexis@betesty.com. OK. Et ben écoute, merci beaucoup pour ton temps. Bah, Est-ce qu'il y a merci. une personne auprès de que je devrais inviter? Et on a parlé avant de toutes celles que tu connaissais et qui sont déjà passées sur le podcast, mais, à qui tu penserais? Ma copine Agathe du Galion, Eh ben écoute, je te laisse faire la mise en relation. ça marche. Impeccable. Merci Alix, à très Allez, bientôt. salut François.